Bonsoir. Merci d'être présent ce soir. Je viens de. En fait, moi, je demeure à Shawinigan depuis 2023. Donc, on a fait un petit séjour, c'est pas loin. Fait que, on a fait une petite allée pour se rendre ici. Là, je suis originaire de Québec, en fait. Je vais me présenter autrement, mais en fait, j'étais contente que la ICQ me contacte parce que je ne sais pas si vous le saviez, mais c'était moi qui avais fait le logo. Fait que j'avais été dans la ICQ à Québec. J'avais été à la ICQ à Québec dans le conseil d'administration quand j'ai eu mon implant cochléaire. Je trouvais ça logique de me rapprocher de la communauté de cet univers-là pour mieux le comprendre, puis en m'impliquant avec la ICQ de Québec. Donc, je vois qu'il y a eu quand même beaucoup de progrès. Mais là, j'étais retournée sur le site web et je voyais encore que mon logo était encore là. Donc, j'étais bien contente de voir qu'il n'a pas disparu. Donc, je vais vous me présenter. Je m'appelle Kim Claire. Je suis sourde et j'entends grâce à un implant cochléaire depuis le 17 septembre 2019. Avant ça, j'avais un appareil, en fait, à l'oreille droite. Donc, je porte mon implant cochléaire à l'oreille droite. Mon oreille gauche n'entend pas. Ça fait depuis, en fait, vers l'âge de 8 ans, j'ai arrêté 7-8 ans, j'ai arrêté de porter mon appareil du côté gauche parce que je trouvais que ça apportait pas grand-chose. Et depuis ce temps-là, ben, mon oreille n'est pas stimulée du côté gauche. Donc, c'est pour ça que l'implant cochléaire, ils ont préféré de le mettre juste du côté droit. Et je ne sais même pas si je peux avoir quelque chose du côté gauche, mais vu qu'elle n'a pas été stimulée, il n'y avait pas grand-chose à faire avec ça. Je pense que c'est la logique des choses. Donc, ma surdité de sévère à profonde. Sans mon implant cochléaire, évidemment, ben, j'entends rien. Puis j'aime ça être dans le silence aussi. Donc, on va aller avec la prochaine. Donc, moi, je suis en affaires, en fait, depuis 20 ans. Ça fait 20 ans, je travaille à mon compte. J'ai eu des emplois aussi, je dirais pas tant que ça, mais j'étais principalement travailleuse autonome incorporée depuis quelques années. Donc, dans le fond, je travaille beaucoup dans le domaine des communications web. Fait que je fais surtout des relations de presse, mais je fais un peu une touche à tout. Et je fais en fait la mise en place de projets web et j'ai été rayonnée dans les médias également. Et donc, je suis aussi fondatrice de Capable.media, Capable Média qui propose le magazine Capable Entreprendre sans limite qui a pour mission de montrer que le handicap n'est pas un frein à la créativité, à l'entrepreneuriat et à l'innovation. C'est un magazine qui vient de sortir, en fait. La première saison, elle avait été faite produite par l'Office des personnes handicapées du Québec. Et vers la fin de 2024, j'ai demandé à l'Office des personnes handicapées du Québec si je pouvais prendre la charge en entier de ce projet-là. Donc, ils ont dit oui, puis on va te donner un montant, mais toi, faut que tu t'arranges avec le reste. Donc, ça vient de sortir. Donc, si vous allez sur Capable Média, vous allez pouvoir voir le premier épisode de Capable Entreprendre sans limite. Ça dure environ 35 minutes par épisode, traduite en LSQ avec sous-titrage, transcription. Donc, tu ne peux pas avoir plus accessible que ça. Donc, le lancement, comme je disais, de la saison 2 a été lancé le 1er octobre. Et durant tout le mois d'octobre, c'est pour ça que j'ai accepté aujourd'hui, je fais différentes présentations pour promouvoir un peu plus le projet et mon message que j'ai apporté derrière ce beau projet-là, capable d'entreprendre sans limite. On peut aller avec la suite. Jamais je me suis sentie handicapée. C'est la société qui me rappelle mes défis de communication. Moi, j'aime beaucoup cette phrase-là parce que j'ai toujours été fascinée. Je suis un peu la plus business qu'il y a dans mes amis, dans mes proches. C'est sûr que ça me définit beaucoup. J'ai très tôt dans mon parcours, j'ai euh, utilisé l'entrepreneuriat comme tremplin parce qu'il y avait plus de misère dans ma vie personnelle à m'intégrer, j'acceptais pas ma surdité. Donc, je me sentais mieux dans cet univers-là, je m'accomplissais beaucoup plus.
Fait que le travail, c'est quand même un petit peu plus la moitié que ma vie. Donc, c'est vraiment la société qui me rappelle mes défis parce que moi, je fonctionne très bien en général. Donc, le web aussi est là. Et donc, très tôt dans mon parcours, je faisais des présentations. J'adorais faire des présentations devant la classe, des marchés aux puces devant ma rue, des ventes des peintures puis des dessins. Je rassemblais aussi mes voisins, tous mes voisins de la rue pour jouer à l'école en bas avec des petits cartons puis des secrétariats. Ça s'en va chez mes parents. On crée des outils promotionnels aussi. J'aimais ça, promouvoir des messages, faire connaître des projets dans mon voisinage. Mais quand c'est venu le temps d'avoir un emploi sérieux, c'est là que j'ai commencé à rencontrer le plus d'obstacles possible parce que j'avais pas tant des bonnes notes à l'école. Je m'en sortais, mais tu sais, c'était pas les meilleures notes. Je manquais d'expérience aussi. Et ma voix n'était pas celle que vous entendez. J'avais un accent quand même de sourdité plus prononcé. Donc, ça paraissait un petit peu plus mes défis de communication à l'époque. Donc, quand j'allais vers les employeurs pour avoir des opportunités d'emploi, ben, c'était dans les années 2000 aussi, c'était l'explosion de la bulle Internet. Donc, je découvrais cet univers-là combiné à mes passions, puis je voulais vraiment travailler dans le monde des communications. Et donc, la plupart des emplois que j'approchais, ben, c'était des préjugés par rapport à ma surdité, comment est-ce que j'allais parler au téléphone, comment est-ce que j'allais parler aux clients, quelle image que ça donne de laisser une personne avec une surdité parler aux clients. Donc, j'étais toute témoin déjà euh, des préjugés qu'une personne peut avoir. Donc, très tôt dans mon parcours, j'ai appris à créer mes propres opportunités. Je ne voulais pas me voir la face, ben, je vais la montrer autrement. Je vais montrer que je suis capable autrement d'entreprendre, de créer mes propres opportunités. Donc, c'est devenu, avec le temps, une force naturelle pour moi. Moi, j'ai commencé quand même à étudier les forums de discussion très tôt. On parle des années 2000, les forums de discussion, toutes les ICQ, ces petites machines-là, dans le temps, mais pour me faire connaître, pour me faire un nom, pour réseauter, rencontrer des gens. Donc, j'ai trouvé ça vraiment difficile au départ. Puis à chaque fois que j'envoyais mon CV, ben j'ai fini par plus, je finissais finalement par plus le mentionner. La surdité, ben, je veux dire, je ne le mentionnais pas parce que ça bloquait des portes, mais quand je le mentionnais, les gens s'en rendaient compte sur place qu'il y avait quelque chose dans ma voix. Donc, il y avait vraiment toujours des obstacles. C'est encore courant aujourd'hui, dans le sens que c'est encore très courant quand une personne a une différence ou un handicap ne mentionne pas directement dans le CV, mais qui arrive sur place, ben, il va avoir des préjugés. Puis ça, c'est dommage parce que là-dedans, tu as des personnes qui sont hyper motivées, qui veulent contribuer à la société, qui veulent contribuer, apporter leur soutien, ils veulent travailler. Donc, moi, c'est ça que je voulais. Puis c'est encore présent aujourd'hui, même si la société a beaucoup changé, c'est encore très présent. Donc, on veut travailler, on est passionné, on est motivé, mais à cause qu'on a une différence, les employeurs nous envoyaient des refus. Donc, comme je disais tantôt, me suis dit, s'ils ne voulaient pas me voir la face, mais je vais me montrer ma face autrement. Le web, pour moi, était vraiment une deuxième porte d'entrée sur le marché du travail. C'est vraiment là que j'ai trouvé une façon de montrer qu'est-ce que j'étais capable de faire. Et aussi, c'est là que j'ai fait tous mes contacts en affaires. Donc, j'étais une des premières blogueuses au Québec. Donc, des premières blogueurs, on parle des années 2014-2015. Ça, c'est les années où est-ce que la bulle Internet a un petit peu plus, même que ça existait bien avant, mais dans mon domaine à moi, il y a beaucoup de personnalités publiques ou de personnalités du web qui ont démarré dans cet univers-là. Donc, c'est ça. Fait qu'on parle
les blogs et tout ça, ben moi, j'étais une des premières dans cet univers-là. Donc, ça m'a mis sa main très tôt dans le monde des affaires. Et c'est ça qui est fun avec le web, c'est que tu n'as pas besoin de... Tes défis sont oubliés. Donc, je pouvais m'exprimer par écrit sans qu'on juge ma voix, sans qu'on juge ma baby face. Il y avait toujours un petit quelque chose qu'on avait dit sur moi. Donc, je pouvais montrer mes talents autrement. Et le web, c'est ça, a vraiment eu une grande place dans ma vie. C'est pour ça que je dis, je prêche meilleur en communication sur le web qu'en personne, parce que c'est vraiment là ma force. Et donc, on peut dire que j'étais aussi beaucoup en avance dans mon temps parce que je faisais énormément de télétravail. Donc, moi, j'étais déjà habituée au télétravail, puis j'en fais encore aujourd'hui. Je préfère travailler tranquille, dans le silence, sans mon appareil, devant mon ordi, par les Zooms. En tout cas, les Zooms, ça a énormément... Pour moi, c'était comme mon téléphone. Je peux faire 4-5 appels Zoom. Dans une journée, c'est mon téléphone. C'est rare que j'appelle téléphone ou si j'appelle si je parle au téléphone, je veux que ça soit hyper court. C'est pas mon moyen de communication préféré. Donc, les Zooms, j'aurais aimé ça que ça existe bien avant. Donc, moi, j'ai vraiment utilisé le web très tôt dans mon parcours. Mais une chose qui ça m'a permis de me faire connaître. Donc, j'étais très impliquée dans l'entrepreneuriat à partir de 2010-2011 jusqu'à 2016 environ. Il y a eu un gros hype, là. Tu sais, j'étais impliquée partout, mais il y a une chose que je faisais pas, je parlais pas de ma surdité. Je n'en parlais juste pas. Je voulais être comme les autres. Je faisais comme les autres. L'entrepreneuriat, c'est un monde de performance. Hein. Tu sais, l'entrepreneuriat, le monde de la communauté d'entrepreneurs avec qui que je côtoyais, c'est des gens, tu sais, il y avait une certaine apparence. C'est moins présent aujourd'hui, mais quand on démarre, il faut qu'il y ait une certaine allure, un certain aspect de performance aussi, des études, des papiers. Alors que moi, j'ai un deck en graphisme, puis je savais que dès que j'avais terminé mon graphisme, que je ne voulais plus retourner à l'école, j'apprends trop par mes propres opportunités à moi. Je suis pas quelqu'un qui apprend sur le banc d'école, mais je suis quelqu'un qui apprend dans l'action. Donc, c'est ça. Alors, c'est comme l'école, mais quand même allé faire mon cégep, mais à cause que j'avais pas nécessairement toutes des études, il y avait toujours des préjugés, tout le temps quelque chose. Donc, j'ai trouvé ça pas mal difficile parce que quand j'ai parlé de ma surdité, j'étais associée aussi et j'avais des gens qui disaient parle pas de ta surdité, tu vas faire pitié, ça va nuire à l'image. Donc, moi, j'ai été très marquée par ces jugements-là, les critiques, le regard des autres. C'est quelque chose qui m'a énormément marquée dans mon parcours. Donc, j'en parlais pas parce que je voulais d'abord et avant tout être professionnelle. Je voulais être reconnue pour mes compétences, puis je voulais surtout faire aussi mes preuves. Donc, on peut changer. Alors, moi, rapidement, j'ai utilisé les relations de presse. Les relations de presse, en fait, c'est d'utiliser les médias pour se faire connaître. Donc, moi, les relations de presse, j'adore ça parce que j'ai un côté qui est très introverti. Je suis très simple comme personne. Je m'adapte beaucoup aux autres aussi. Tu sais, je me suis tout le temps adaptée aux autres. Fait tu sais, j'aime ça les médias parce que tu parles à une journaliste, puis après ta job est faite. Ça s'en va partout. Fait que si tu passes en direct à LCN, à Radio-Canada, ben, en réalité, tu es tout seul devant ton écran. Le reste, ton message, il passe partout. Ensuite, avec le web, tu peux prendre ce message-là puis le diffuser encore partout. Et ça, c'est drôle parce que j'avais un espace de coworking ici à Beauport. Mon père avait une bâtisse à Beauport. Il a encore son commerce. C'est des gens dans la salle qui sont à Beauport. C'est à Spirlux et sur le coin Saint-Gabriel-Saint-Michel. Et j'avais comme l'espace en bas. C'est le plus petit espace de travail qu'il y avait dans l'univers des startups à Québec. L'univers d'entrepreneuriat, c'est le plus petit espace de coworking, mais à cause de mon talent de faire connaître ça, ben, il y avait un maire en France qui est venu me voir comme si j'étais vraiment big.
il arrive avec ses députés, puis tout ça, puis OK, c'est plus petit. Donc, j'ai ce don-là de de faire des choses en grand, même si c'est petit. Donc, j'ai toujours été comme ça. Donc, c'est ça qui est fun avec le web, c'est une façon pour moi de me faire entendre autrement. Parce que dans la vraie vie de tous les jours, en dehors de mon travail, je ne suis pas celle qui prend le plus de place. Je ne suis pas celle qui va vouloir se vanter. Donc, je laisse les autres parler de moi, puis on dirait qu'ils en mettent tout le temps plus qu'il faut, puis ils exagèrent. Ou c'est ça les relations de presse, c'est ça que j'aime. Donc, avec les médias très tôt, ben, je faisais que ça par courriel. Je fais que envoyer des courriels à longueur de la semaine. Et je me dis, si la personne est intéressée ou si j'ai la bonne approche, elle va me rappeler, puis on va faire rayonner ma cause. Donc, je suis une personne de communication avant tout. Pas de marketing, mais j'ai un message, puis je veux le faire connaître aussi. J'ai toujours créé mes propres opportunités. Donc, chaque fois que les opportunités médiatiques que j'avais, c'est moi-même qui les créais, c'est moi-même qui approchais les journalistes. En 2017, par contre, j'ai une forme d'épuisement. Je venais de lancer mon premier livre. C'est un livre à compte, auteur. Donc, c'était pas une maison d'édition, mais la maison d'édition c'était pas une vraie maison d'édition, mais ils t'accompagnent dans la rédaction de ton livre, mais c'est pas mal toi qui paye tout. Fait que c'est quand même beaucoup de travail de faire un livre, puis après d'arriver dans la phase de promotion, c'est encore plus d'efforts. Et je me suis épuisée un petit peu. Et quand j'ai terminé la rédaction de mon livre, il était très bon. Les gens l'ont super bien aimé. Mais quelqu'un qui me dit, OK, c'est bien beau ça, Kim, mais ta surdité, c'est où? Pourtant, c'est ça qui fait que ta différence. Ta surdité apporte un plus. Pourquoi tu restes dans le silence? Pourquoi tu mets pas ça de l'avant? Pourquoi tu mets pas ton parcours de l'avant en lien avec ta surdité? Mais en fait, la réalité, c'est que je me suis tellement adaptée aux autres que j'ai jamais rien demandé. J'ai jamais demandé, moi, j'ai besoin de tout ça. J'ai jamais dit, ben, exemple, dans un restaurant ou quoi que ce soit, ben, c'est difficile, on s'entend de parler. Quand il y a des tables en long, c'est plus facile pour une personne avec une surdité d'avoir une table en rond, puis de pouvoir voir tout le monde qu'une table en long. Donc, ça, ben, c'est juste que je ne le disais pas. Je ne connaissais pas mes défis. Moi, j'ai toujours été dans une famille d'entendants. Donc, mes parents, tout ça, ne connaissaient pas plus mes besoins. À un moment donné, les parents, ils font leur possible pour aider leur enfant. Ils vont à la KEPA, ils vont ça, mais à partir d'un certain âge, à cause que je ne mets pas mes besoins, à cause que je ne mets pas mes défis de communication ou que je ne m'exprimais pas sur mes défis de communication, ben, comment tu veux que les autres m'aident? Donc, pour moi, je me suis vraiment épuisée. Et j'avais vraiment plus la même énergie après la sortie de mon livre. Je pense que ça a surtout commencé, j'ai eu comme 2, 3 pages et demie dans le Journal de Québec. Puis j'étais en petite boule dans mon lit. Puis je recevais comme 50 millions de messages. Ça m'a apporté zéro client, là, mais c'était comme monsieur, madame, tout le monde qui m'écrivait, qui était content, puis tout ça. Mais j'étais comme, me semble qu'il manque quelque chose, tu sais, avant d'aller plus loin. J'avais sorti mon livre surtout pour aller plus loin. Moi, je pensais qu'aller plus loin, c'était de faire croître ton entreprise, de déléguer, de faire un plus chaud, gros chiffre d'affaires, alors que la vraie raison d'aller plus loin, c'était d'accepter ma différence une bonne fois pour toutes. Donc, je n'avais pas parlé de ma surdité, je me limitais aussi à dire à l'époque que j'étais malentendante. Donc, il fallait parler de face à face, mais je ne parlais pas de mes défis au quotidien, j'arrivais pas à les nommer, tout simplement. Puis, je pense que ça a démarré vers la fin de 2017. Je pense que ça a commencé de façon, je ne sais pas comment j'ai fait ça, mais je me suis dit, je vais prendre mon dossier auditif santé audité en main. Je vais faire une sorte de quête par moi-même. Il n'y a personne qui me dit de faire ça. J'ai pris ça comme un projet entrepreneurial. C'est une mission qu'on va accepter ma mission, accepter ma surdité. Donc, évidemment, j'ai écrit plein de courriels. Je me suis rapprochée de la communauté sourde et malentendante. Il y avait beaucoup de gens
que dans mon entourage que j'avais connu grâce à la K-pop quand j'étais plus jeune, mais je ne m'identifiais pas à ces personnes-là parce qu'elles avaient des handicaps beaucoup plus visibles que moi, en plus de la sourdité, alors que moi, je voulais juste être comme tout le monde. Donc, je me suis rapprochée de ces gens-là, puis j'ai essayé de les inviter chez nous, puis on est genre à dire, c'est quoi vos défis? C'est quoi? Parlez-moi de vous. Et de pouvoir mettre des mots à qu'est-ce que je vivais. Puis là, ben, j'ai vraiment fait commencer à faire une sorte de grande quête. Donc, je suis allée voir un audiologiste parce que, comme je disais tantôt, à un moment, quand on est avec une surdité, les parents, qu'on vient d'une famille normale, les parents, qu'est-ce qu'ils font? Ben, ils veulent faire le bien pour leur enfant. Donc, la KEPA va être le premier pas. Ils vont mettre un appareil auditif. Moi, mes parents m'ont inclus dans des classes normales. Dès le départ, ils croyaient beaucoup à l'inclusion. Puis moi aussi, j'y crois énormément à l'inclusion. Donc, dès le départ, moi, j'ai refusé toutes les aides aussi, les aides auditives. Donc, je voulais juste être comme les autres. Donc, c'est pas question d'un preneur de notes, c'est pas question d'avoir un interprète. J'ai tout refusé les aides, à part un FM que j'avais quand j'étais jeune, les petits FM. Mais sinon, toutes les aides qui m'étaient offertes, je les refusais. Alors, j'ai fait preuve de beaucoup de débrouillardise, mais j'en étais pas consciente. Quand mon parcours, quand il a évolué énormément, ma prise de conscience par rapport à ma débrouillardise, ça a été vraiment quand j'ai eu mon implant cochléaire. Parce que là, on repart l'audition à zéro. On repart le processus. C'est comme si tu. En fait, je comparais ça à un enfant qui naît. Un enfant qui naît doit apprendre à parler, doit apprendre à entendre les sons, il développe son cerveau. Quand on a un implant cochléaire, ben, en tout cas, moi, c'est mon expérience à moi. Le cerveau part à zéro un peu. Moi, c'est comme ça que je l'ai vécu. Donc, c'était très robotisé au départ. Et ensuite, ben, il était mal réglé dès le départ. Donc, j'entendais tous les sons que j'avais jamais entendus en même temps, le moteur du frigo, le chien qui boit de l'eau, les pas, les gens qui marchent en haut, tous ces petits sons-là, imagine, là, c'est comme au premier niveau. Donc, j'étais hyper stressée, énormément stressée. Je me rappelle, j'étais au Subway. J'étais stressée parce que j'entendais tout le monde parler. Tu sais, j'entendais dans la cuisine, en arrière. Donc, ma gestion d'énergie a pris un autre bord, si on peut dire. Et, mais c'est là vraiment que j'ai le goût de partager aujourd'hui, c'est mes prises de conscience. Parce que c'est vraiment l'implant cochléaire qui me fait, le fait de repartir mon audition à l'autre. Et au fait aussi d'avoir choisi d'avoir un implant cochléaire. Parce que il y a encore beaucoup de monde dans la communauté sourde, malentendante, qui sont contre l'implant cochléaire. Donc, dès que moi, j'ai besoin de donner de la visibilité, pas pour toutes mes décisions, mais ça me fait du bien. J'ai utilisé le web dans mon processus d'acceptation. Donc, je raconte tout. Mon processus d'acceptation, je le racontais sur le web, sur les médias sociaux. Je recevais des commentaires, puis ça m'aidait énormément dans mon cheminement. Donc, évidemment, il y a des personnes sourdes et malentendantes qui m'écrivaient l'implant cochléaire ne va pas là, si tu as une surdité, reste sourde. Mais c'est comme ça aussi dans différentes familles. Si la personne est née dans une famille sourde, ça va peut-être être un réflexe pour elle de dire mon enfant va rester dans la communauté sourde, puis il ne parlera pas, puis tout ça. On a tout ce choix-là. Ce choix-là, si on parle la langue des signes. Donc, quand on est, c'est le parent qui le fait. Mais le plan cochléaire, ben, c'était mon choix, moi. Parce qu'on s'entend, je l'avais eu, on me l'avait proposé quand j'avais 18 ans. Mais on s'entend dans les premières années, moi j'ai 41 ans en passant. Donc, quand on remonte à longtemps, ben, je suis née en 1984, l'implant cochléaire, 1984-85. J'étais à mes 18 ans, donc dans le fond, ça te donne quand même une idée de où est-ce qu'on se situait au niveau de la technologie. Mais à chaque fois que je tapais ça dans Google, il y avait des grosses cicatrices. Ben, moi, je voulais que ça soit invisible parce que je voulais être comme les autres. Donc, tu avais des machines sur toi. Donc, moi, c'était un gros non. Je n'étais pas prête mentalement à ça. Mais là, j'avais vu que ça a évolué beaucoup. J'avais fait un cheminement d'acceptation et j'ai rencontré
hyper belle fille, super gentille. Elle portait 2 implants cochléaires, hyper sociable aussi. Puis ça a comme été un modèle pour moi parce que j'avais pas de modèle, en fait. J'avais aucun modèle. Et donc, cette fille-là, mais elle m'a convaincue. Elle m'a dit, ouais, tu devrais y aller, ça va t'aider. Le fait d'avoir fait ce choix-là, ça a déclenché chez moi euh, une drive parce que ma mère, ça la stressait énormément. On s'entend tous, les parents qui connaissent aucunement là-dedans vont être stressés, son enfant. Puis, je pense qu'elle me redemande encore aujourd'hui. Puis, est-ce que t'entends mieux finalement? Tu sais, là, je ne peux plus comparer, je ne m'en rappelle plus comment j'entends. Mais c'est sûr que ma gestion d'énergie est vraiment différente. Aujourd'hui, j'aime ça être dans le silence. Je m'assume, là, j'aime ça être dans le silence. Le plus possible que je peux être dans le silence, j'aime ça. Donc, j'ai le goût aujourd'hui de vous montrer comment j'ai pris ce recul-là pour être consciente de ma débrouillardise et la transformer en force. La première chose, c'est évidemment prendre conscience que entendre, ça ne veut pas dire comprendre. Donc ça, c'est étant donné qu'on a une surdité, c'est un handicap qui est invisible. Les gens ne vont pas comprendre nécessairement qu'est-ce que ça veut, qu'est-ce que c'est exactement. Donc, l'implant cochléaire, en fait, moi, évidemment, je parle pour moi, c'est mon expérience à moi, puis chaque personne le vit de façon différente. Mais oui, j'ai été à l'école, j'ai été dans des classes, je ne sais pas comment j'ai fait. J'ai entendu, mais ça ne veut pas dire que j'ai compris. Et souvent, je ne me suis pas sentie intelligente à cause de ça parce que je n'ai rien retenu, en fait. Tout ce que je faisais, moi, à l'école, c'est que tu veux quoi, le prof, là? Il veut quelque chose. Au final, tu t'adaptes à lui, puis tu fais les choses pour qu'il soit content, puis qu'il te donne la note de passage. Donc, pendant ce temps-là, tu n'apprends pas, là. Je veux dire, tu ne comprends pas, c'est pas parce que tu passes que tu comprends. Donc, je suis quelqu'un j'ai une personnalité assez caméléon. Tu sais, je l'assume, je m'adapte. J'ai appris à m'adapter aux autres au lieu de m'imposer, moi. Et je voulais être comme les autres, donc je ne m'aidais pas pantoute. Je me mettais en arrière dans les classes. Donc oui, j'entendais. J'entends toujours, mais ça ne veut pas dire que j'ai compris. Puis ça, je pense que c'est la première. Quand tu catches ça, tu peux catcher beaucoup de choses aussi. Mais c'est dans ma façon d'apprendre également, de ma façon d'entendre ce que je veux vraiment entendre et de l'appliquer à des moments précis. On a beau me répéter 50 millions de fois la même affaire, mais si je ne suis pas rendue là, j'apprends pas ton information. Mais je vais peut-être te revenir dans 10 ans pour te dire, ouais, ben, j'apprendrai ton information. Donc, c'est un peu comme ça. J'apprends de cette façon-là. Donc, j'ai commencé à dire quelques mois après avoir eu mon implant cochléaire. J'aime beaucoup cette phrase-là. J'ai commencé vraiment à la dire après avoir eu mon implant cochléaire. Donc, ça résume vraiment, comme je disais, comment j'ai évolué à l'école puis ma vie débrouillardise. Donc, comme je disais, j'ai refusé d'aller dans des classes spécialisées. J'ai refusé d'avoir des aides pour mieux m'aider à comprendre. Au primaire, je me rappelle aussi que ma mère me prenait vraiment le temps de passer beaucoup de temps avec les professeurs pour expliquer comment je retenais l'information, comment il fallait me parler. Mais c'est un peu, c'est pas à elle de faire ça. C'est plus moi qui devrais dire qu'est-ce que j'ai besoin, c'est quoi mes préférences de communication. Puis moi, ben, je veux pas déranger les gens. Donc, comme je disais, l'école n'était pas vraiment adaptée pour moi. J'ai toujours été dans des univers qui n'étaient pas adaptés à ma façon d'apprendre, adaptés à ma façon de retenir l'information. Donc, surtout avec les matières théoriques. Puis souvent, même encore aujourd'hui, comme je disais, je ne me sens pas cultivée à cause de ça parce que si quelqu'un parle de philosophie, c'est pas un langage que j'utilise, même la politique, c'est pas un langage, c'est des mots que j'utilise pas. Je ne sais pas si vous avez déjà essayé d'écouter une salle d'une séance politique, une séance de conseil de la ville. Il y a plein de mots là-dedans là, que c'est pas accessible pas en tout pour une personne. L'accessibilité, c'est la communication. L'accessibilité, c'est les mots que tu utilises. Et si vous me regardez parler, j'ai aucunement dit depuis le début un mot compliqué, tout le monde peut me comprendre. Donc, c'est ça. Fait que moi, si j'en ai entendu le mot, si je ne sais pas c'est quoi, ça me rejoint pas. Fait que souvent, je me sens pas cultivée parce que j'arrive pas à connecter avec les gens si je ne l'ai pas vécu, si je ne l'ai pas mis dans l'action.
Alors, c'est ça. C'est ma façon d'apprendre. Ce que j'ai retenu vraiment, en réalité, c'est vraiment ce que j'ai appliqué. J'ai compris et appris beaucoup dans l'action. C'est comme si j'avais ma manière à moi d'assimiler l'information. Euh, c'est ça, je suis excellente pour vulgariser les choses compliquées. Donc, c'est ça que ça fait ma force aujourd'hui. Et aussi d'avoir eu mon entreprise un an. Ma première entreprise, je l'ai eu un an avant de rentrer au cégep. Donc, à part, au lieu de sortir d'un bar, ben moi, je travaillais dans mon entreprise. Donc, un an d'être au cégep. Puis quand tu sors du cégep, la plupart des étudiants, ben, ça leur prend 2 ans, 3 ans à trouver leur voie, à travailler vraiment dans leur domaine. Mais moi, j'étais déjà là-dedans. Je n'étais pas la meilleure. Vraiment pas la meilleure. Mais au niveau du service à la clientèle, les suivis, tout ça en télétravail, j'étais excellente. Puis je le suis toujours. Ça, je pense que je suis numéro un là-dessus. Donc, très professionnelle, très corporative. Donc, c'est une force pour moi de faire ça. Mais à cause qu'on n'en parlait pas à l'époque ou quoi que ce soit, ben, c'est un peu dans ma bulle, dans ma façon de travailler. Et j'avais beaucoup de misère à demander de l'aide. J'ai jamais, euh, j'ai jamais demandé. En fait, en n'acceptant pas ma surdité, j'ai jamais osé demander de l'aide. Mais c'est vraiment venu après mon implant cochléaire, le fait que j'ai choisi ça, avoir accepté d'avoir une aide technologique. On dirait que ça a déclenché plein de choses chez moi. C'est là que j'ai compris que demander de l'aide, c'est pas un signe de faiblesse, c'est de connaître plus nos limites, puis de pouvoir les exprimer, de pouvoir dire c'est ça. Moi, quand quelqu'un me contactait par le plus gros blocage que je peux avoir, c'est quelqu'un qui me contacte sur les médias sociaux et qui me dit appelle-moi. Moi, c'est comme ça prend 30 secondes, ça prend 1 minute ou 30 secondes, non, je t'appellerai pas. Mais le fait de le dire à la personne parce que tu ne veux pas paraître pas professionnel, tu ne veux pas perdre d'opportunité. Donc, je n'étais pas capable de le dire. Désolée, mais j'ai une surdité. Le téléphone, pour moi, c'est pas mon moyen. C'est pas parce que je veux pas. Là, on a un Zoom maintenant, fait que c'est plus facile pour moi de parler par Zoom. Mais moi, je suis née dans l'époque avant Zoom. Donc, mon arrivant cochléaire en 2019, je parlais pas de ma surdité. Je n'osais pas parler de mes défis au quotidien par peur de jugement et autres. Puis je voulais pas me montrer aussi mon appareil auditif, donc il paraît pas, même l'implant cochléaire paraît pas beaucoup, la couleur de ma peau, la couleur de mes cheveux, donc il fallait que ça soit le plus discret possible. Je parlais pas aussi de mes stratégies de communication. Tu sais, il y a plein de stratégies. On se débrouille inconsciemment. On a toutes des, des techniques pour comme contourner des défis, mais on s'en rend pas compte. On fait ça naturellement. Donc, je n'aidais pas les gens à m'aider. Je suis certaine aujourd'hui avec recul que si j'aurais accepté ma surdité plus tôt dans mon parcours, ça m'aurait peut-être avantagé pour trouver des emplois. Parce que j'aurais pu avoir une meilleure confiance en moi et dire, ben écoute, je tiens à dire qu'il existe telle subvention si tu veux me prendre, que je peux m'exprimer de certaines façons, mais si tu te parles au téléphone, on peut faire ça, ça, ça. Donc, ceux qui s'assument plus tôt, ben, ont plus d'opportunités en soi. Donc, je ne m'aidais pas tout simplement. Et c'est comme si je me définissais par mes réalisations aussi. Euh, En fait, c'est comme si quand j'ai eu mon épuisement, je venais de me rendre à l'évidence que j'avais besoin d'aide. Il fallait que je me donne de l'aide nécessaire pour reprendre une certaine énergie. À moitié de ma vie avait été consacrée à ma carrière, puis j'avais atteint une certaine limite, si on peut dire. C'est comme si je me définissais par mes réalisations et non qui j'étais en tant que personne. Ça explique pourquoi j'ai voulu apprendre à me connaître au travers de ma surdité en consultant beaucoup de professionnels. Pendant près d'un an, j'étais suivie psychologue, audiologiste, orthophoniste, des courriels, j'en ai envoyé en masse. J'ai dit à ma mère, moi, le dentiste qui ne veut pas m'écrire par courriel, on cherche. Moi, telle personne qui ne veut pas m'écrire par courriel pour m'appeler, on s'en va là. Donc, j'ai tout, c'est pour avoir le contrôle de mon dossier. Parce que des fois, c'est juste la personne ne veut pas s'adapter, ben, on change. Fait que moi, j'étais rendue à un point de ma vie, le courriel, message texte, c'est ma préférence de communication. Si tu ne veux pas t'adapter, tu t'en vas hors de mon chemin. Puis l'implant cochléaire, ben, c'est là que ça m'a, le fait d'avoir accepté cette aide-là, ça a été vraiment une grosse prise.
de conscience. Aujourd'hui, ben, on sait tous que l'implant cochléaire ne promet pas d'entendre mieux, mais tu entends beaucoup de sons que tu n'as jamais entendus, des sons de l'environnement, mais c'était pas. Moi, on dirait pour moi que ça a été un grand cheminement personnel, le fait d'avoir accepté ma surdité avec l'implant cochléaire. Ça, c'est pas juste d'avoir la machine, ça a été vraiment un parcours d'acceptation, de cheminement avec moi-même. Et j'ai, à cause de repartir l'audition à zéro, j'ai réalisé vraiment tout ce que je faisais, que je n'étais pas consciente de ma débrouillardise. Donc, on va passer au prochain. Puis comme j'étais quand même à dire que moi, j'avais tout documenté. Mon parcours en bande dessinée, je dessinais pendant ma période de réadaptation avec mon implant cochléaire. J'ai dessiné peut-être pendant 6 mois, chaque jour, qu'est-ce que j'entendais, où est-ce que j'en étais. Un moment donné, je vais mettre ça au propre, puis je l'enverrai à la ICQ pour que la personne avec le nouvel implanté puisse savoir c'est quoi, par exemple, les 5 premières semaines. Alors là, ça, c'était le jour 409. 409? Oui, 409. OK, on parle du 11 janvier 2019. J'entendais, ben ça, c'est les chiffres aujourd'hui, ils ne veulent rien dire. En soi, il ne faut pas se fier ça. Parce que ça ne veut absolument rien dire, les chiffres, parce que c'est très difficile, puis les expériences sont propres à chaque personne. Je sais qu'il y a plusieurs audiologistes qui ne veulent pas qu'on communique les chiffres en soi. Donc, mais c'est juste un repère. Donc, on parle de 11 janvier 2019. J'entendais ça, c'est le résultat pour les 100 lectures labiales. Donc, entendre sans lire sur les lettres. On s'entend parce que moi, je lisais énormément sur les lettres. Donc, le 11 janvier 2019, j'étais à 12% avec un appareil auditif. Donc, c'est 100 lectures labiales. Donc, quand on cache comme ça, à 12%. Après, j'ai eu mon implant cochléaire, je suis passée à 63%. Puis, ça, c'est en décembre 2019. Puis, 29 octobre 2020, 80%. Fait on dirait que c'est stable depuis ce temps-là, mais ça a beaucoup évolué. Donc, ça a eu un impact positif dans ma compréhension de la parole. C'est ça. Fait que dans le fond, c'est ça. Fait que ça fait de demander de l'aide pour mieux comprendre mes défis au quotidien, à mieux accepter ma surdité, apprendre des outils, des accessoires complémentaires aussi, comme le mini-mic qu'on met dans l'ordi, le son est beaucoup plus concentré dans l'oreille, à utiliser des nouvelles technologies, reliées avec l'iPhone et tout ça, à écrire aux, euh, aux professionnels de la santé. Donc, on dirait que l'implant cochléaire a déclenché plein de petites choses que je faisais pas avant. C'est comme si toute ma quête je connaissais mieux mes besoins, puis, on parle de 2020, là, c'est encore, ça fait environ 5-6 ans, ça. Donc, d'aller voir les professionnels de la santé, puis de le dire, écoute, arrêtez de m'appeler, marquez dans votre dossier que moi, je préfère par courriel. Donc, l'implant cochléaire a vraiment, oui, ça m'a aidé, mais ça m'a enclenché quelque chose de complètement nouveau, de pouvoir être prise, prendre conscience de ma débrouillardise, de me dire, je ne vais pas m'épuiser. Les gens, moi, je me suis adaptée à tout le monde toute ma vie. Maintenant, adaptez-vous à moi. Puis si vous ne voulez pas, ben, vous êtes hors de mon chemin, tout simplement. Fait que c'est pas une question de faire pitié ou quoi que ce soit, c'est juste une question de s'affirmer, mais de toute façon, s'ils ne veulent pas, ben, on se débrouille pareil. On se débrouille tout le temps. Mais ça vient avec une autre affaire aussi. Moi, je suis dans le milieu professionnel. Ça a été quelque chose de parler de ma surdité ouvertement, pour être très honnête avec vous, de le dire ouvertement. Ça amène un sentiment de réducteur un peu. Quand on commence à dire comme le mot handicap, je n'ai jamais osé le dire, je ne m'identifiais pas du tout à ce mot-là. Sourd aussi, je ne m'identifiais pas à ce mot-là. Mais le fait à force de le dire, à force d'assumer ça, oui, je suis rentrée
quand on parle d'accepter de l'aide, je suis rentrée dans plein de programmes pour m'aider financièrement parce qu'aujourd'hui, si tu es parce que moi, je suis ma propre entreprise, donc je suis incorporée, donc j'ai droit à la subvention pour les personnes handicapées parce que je ne peux pas faire le même travail qu'une personne qui travaille en communication comme moi et qui n'a pas mon défi de communication. Elle va être 5 fois plus active. J'en fais beaucoup, mais c'est parce que j'utilise le web. Mais en personne, j'ai ça réseauter, j'ai ça le bruit. Donc, je fais ça à partir de chez moi devant mon ordi. C'est ça ma force à moi. Donc, d'avoir les adaptations, c'est nécessaire. Alors, j'ai le droit. Moi, j'ai le droit, mais ça vient avec un autre message. Aussi, c'est pas tout le monde qui, une fois que tu l'assumes, ton handicap, une fois que tu le dis, ça, c'est difficile de retourner en arrière parce que les gens te regardent d'une autre façon. En tout cas, moi, c'est comme ça que je le vois. Et le fait d'avoir, on peut changer. Une action imparfaite vaut mieux qu'une parfaite inaction. Le fait d'avoir reparti mon audition à zéro me fait vraiment compte de toute la débrouillardise que j'avais eue durant tout mon parcours, mais j'en étais juste pas consciente. Donc, j'avais toujours été dans l'action. Dans le sens que j'ai toujours stimulé mon audition. Puis on parle ici que j'ai toujours eu un seul appareil auditif, un seul implant cochléaire et sorti de ma zone de confort pour me développer comme personne, tant sur le plan personnel que professionnel. Je crois qu'il ne faut pas s'empêcher de faire ce qu'on aime. Moi, je pense que mes parents m'ont toujours dit, peu importe ce que tu fais dans la vie, fais juste qu'est-ce que tu aimes. Ils m'ont pas, sois pas docteur ou quoi que ce soit. J'ai jamais senti de pression là-dessus, mais c'était toujours fais juste qu'est-ce que tu aimes. Fait que moi, je suis comme ça, je fais juste qu'est-ce que j'aime. Donc, des petites actions qui nous mettent là, nous permettent d'aller là où est-ce qu'on veut malgré notre différence. Et moi, je m'en suis toujours sortie gagnante. Et je vais vous donner plein d'actions que je faisais parce que le fait de repartir mon audition à zéro, mais de m'arrêter de tout documenter par écrit, je me suis rendu compte de toutes les petites actions, puis on n'en est pas. C'est un peu pour ça aussi que je fais mon émission Capable entreprendre sans limite, parce qu'on n'est pas. Il y a beaucoup de personnes en situation de handicap qui sont tellement bien intégrées, mais ils ne sont pas conscients des efforts qu'ils font pour s'adapter. Et le fait de les nommer, d'en être conscient, c'est là qu'on se rend compte à quel point on est des personnes qui s'adaptent hyper vite à la société et qu'on est les meilleures personnes pour innover, créer et apporter des changements concrets. C'est juste qu'on ne nous écoute pas. Donc, je vais vous donner des exemples concrets. Pour suivre des conférences, parce que j'allais écouter des conférences, je me plaçais en arrière. On s'entend les grosses salles de conférences, un petit conférencier en bas. Là. Quand je dis ça, c'est parce que j'étais vraiment en haut. J'entendais, mais je ne comprenais rien. Comment est-ce que je suivais les discussions? C'est qu'à l'époque, il y avait des hashtags. Vous savez, c'est quoi? Des mots-clés. Mais les hashtags s'affichaient dans les feeds. Puis à chaque fois que les gens racontaient ce qui se passait dans les événements ou racontaient ce que le conférencier disait, ils mettaient comme des citations avec un hashtag. Ou ils écrivaient des articles de blog pour résumer l'événement. Ben moi, c'est ça que je faisais. Je lisais les résumés, je lisais les hashtags. Non, je ne comprenais pas en profondeur, mais je comprenais l'essentiel de ce que je devais comprendre. Parce que les autres le relayaient sur le web. Mais j'ai pas entendu, j'entends jamais. La surdité, c'est ça, tu n'entends jamais, tu comprends pas tout, mais tu es capable de comprendre l'essence du message. Donc oui, il m'en manquait énormément, mais j'avais compris l'essentiel. Donc ça, c'est quelque chose que je faisais assez naturellement. Ensuite, pour me faire connaître dans le monde des affaires, bien évidemment, j'ai démarré un blog très tôt, j'ai utilisé le web très tôt et j'écrivais ce que j'apprenais. Donc, à chaque fois que j'apprenais quelque chose, je l'écrivais pour le transmettre aux autres. Et le fait de l'écrire, ça m'aidait à l'assimiler encore plus. Ça m'a énormément aidé. Je me sentais pas jugée, je me sentais utile, j'attirais des clients vers moi parce que les gens cherchaient des choses dans Google, cherchaient de l'information dans Google, puis ils tombaient sur mes affaires à moi. Fait que, ça m'aidait énormément. J'ai participé aussi à plusieurs recherches. Donc, j'étais très impliquée dans les recherches universitaires, dans les recherches sur les fameux laboratoires où est-ce qu'ils testent la surdité, qui tuaient, tout ça. Je trouvais ça important de participer parce que les chercheurs t'apportent des nouvelles informations et ça te permet de mieux te connaître par rapport à ta surdité, de mettre des mots sur qu'est-ce que tu vivais.
Donc, j'ai gardé un bon contact avec les chercheurs, puis ça donne des opportunités d'avoir des données pour paraître un peu plus intelligente quand tu fais des présentations et tout ça. Durant la réadaptation aussi, j'ai recommencé j'ai fait de la radio pendant 3 ans de temps. J'ai toujours stimulé c'est difficile pour moi de m'arrêter à 100%. Fait que quand j'ai eu mon implant cochléaire, on recommande tout le temps d'avoir un moment de repos ou de pas trop. Mais moi, il fallait vraiment que je retourne à faire quelque chose. Fait que j'étais tout le temps en train de stimuler mon audition, tout le temps. Fait que, c'est un choix qu'on fait. Il y en a qui vont le vivre complètement différent. J'ai un implant cochléaire, je vais rester dans le silence. Mais plus tu stimules, plus que tu te mets dans l'action, mieux ça t'aide à te développer. Et quand j'entendais pas, parce que je faisais des entrevues, moi j'écris beaucoup, et on me demandait de faire des entrevues par téléphone. Puis là, je pense à Dominique Brown, lui qui avait Chocolat Favori. Donc, à un moment donné, il était en déplacement ou quoi que ce soit, puis dans l'avion, je ne sais pas trop. Mais notre appel a été vraiment court, je ne comprenais rien qu'est-ce qu'il disait, mais je ne voulais pas y dire. T'sais. Fait que, il y a comme 3 mots sur 15 minutes environ que j'ai compris. Mais étant donné que c'était une grande personnalité, je prends ces 3 mots-là, tu connais l'angle de la question, tu t'en vas sur Internet. Tu ramasses plein de propos. Bon, tu as fait ton article. C'est tout, mais ça passait. Mais c'est beaucoup ça, c'est de la débrouillardise pour moi. Tu sais, tu comprends pas, mais on développe plein de stratégies pour comme contourner nos défis au quotidien. Pour chercher mes clients, comme je le disais, c'est des courriels à tonnes. Et il existe plein de technologies qui permettent de trouver des courriels. Fait que moi, tu sais, un gros PDG, je me suis ramassée dans je sais pas qui devient, là, mais moi, je me suis ramassée dans des bureaux de gros PDG, comme les films, là, je pense que j'avais 24 ans, je ne sais pas trop qu'est-ce que je faisais là. Je pense que c'était à la Banque nationale. J'arrivais dans les bureaux, le gars avec 4-5 écrans sur son affaire, gros bureau. Euh, je me faisais mes contacts avec mes simples courriels bien formulés. Euh, c'est ça. J'ai toujours eu la facilité de contacter les gens. Quand tu sais qu'est-ce que tu veux, les gens sont plus accessibles qu'on pense. Et à force, si vous cherchez mon nom dans Google, vous allez voir, je reste hyper simple comme personne, mais sur Google, c'est fun parce que j'ai plus à me vendre. Quelqu'un veut juste chercher mon nom, ben, il va voir, j'ai une page Wikipédia, j'ai été citée dans plein de médias. C'est fun parce que moi, j'aime pas ça parler de moi. Fait que quand c'est les autres, les gens peuvent voir l'ensemble. Donc, ça a comme été les relations de presse, le faire de faire entendre dans les médias, ça a été ma façon de me vendre autrement, de me faire entendre sans avoir, puis les gens viennent vers moi pour les, euh, les bonnes raisons. Donc, on arrive vers la fin. Tu peux ici. Donner l'exemple, c'est pas le principal moyen pour influencer. Comme je disais, c'est le seul. Je dirais pas que j'ai un seul modèle. On m'a souvent demandé c'est quoi mon modèle, mes modèles à moi. Moi, j'avais pas de modèle de personnes sourdes et malentendantes. En fait, je dis jamais que j'ai des modèles dans ma vie, mais je suis quelqu'un qui s'intéresse. Même si tu as échoué, tu m'intéresses dans le sens que j'ai l'impression que je vais apprendre beaucoup de toi. Je suis quelqu'un qui apprend beaucoup du vécu des autres. Mais je trouve ça important aujourd'hui quand même d'avoir des modèles qui ont réussi à faire quelque chose qu'on souhaite accomplir. Moi, ça m'a beaucoup manqué. Je donne un exemple concret. Je n'étais pas avec la communauté sourde et malentendante, puis je ne savais même pas que je pouvais conduire. J'ai 41 ans, je n'ai pas mon permis, je n'ai pas d'auto. Ça part un peu dans les mauvais préjugés que j'avais de moi-même par rapport à mes compétences. Donc, j'ai manqué beaucoup de modèles quand j'étais jeune, des personnes qui avaient une différence. J'aurais aimé ça en rencontrer plus tôt. J'en ai pas rencontré tant que ça. Parce que, en fait, quand j'en rencontrais, leur handicap était beaucoup plus visible. Donc, je ne m'identifiais pas. Donc, je pense que c'est important d'avoir des modèles, des gens, plus de gens qui parlent de leurs défis, même si je sais que c'est difficile, parce que tu ne peux pas retourner en arrière, mais ça prend ça pour une meilleure société, pour avancer dans la société. Ça prend plus de différences, plus de modèles, pour que n'importe qui puisse s'identifier et se dire c'est possible d'accomplir des choses. Donc, des fois, je regrette de m'être éloignée aussi de la communauté sourde et malentendante très tôt parce que je ne m'identifiais pas à elle. Ça m'aurait beaucoup aidé personnellement, je pense, à l'acceptation de ma surdité. Euh,
puis aussi à oser exprimer mes besoins. C'est ce qui motive beaucoup aujourd'hui à pardonner mon parcours, mais à faire aussi capable d'entreprendre sans limite, qui est un gros projet. Je ne sais pas si on. Je vais terminer la conférence avec ça. Je ne sais pas si on a accès au web. Oui. Oui, OK. On va terminer avec ça. Là, il y a une faute, là, je m'en suis rendu compte hier. Ça va être corrigé, je vais juste vous le dire. Il y a une petite faute. Fait que, mais je vais vous faire écouter pour voir à quel point c'est hot. Donc, ça, c'est mon plus gros projet à vie. Et c'est moi qui ai tout fait ça. Fait que vous allez voir tantôt. Mais c'est vraiment ça que je veux partager. Puis, ce qui me motive à faire ce que je fais aujourd'hui, c'est de. Je suis une fille hyper simple. J'ai pas d'études dans ce que je fais. J'ai tout appris par moi-même. Mais j'ai surtout créé mes propres opportunités. Donc, voilà. Mais je peux terminer ceci. On peut aller voir Capable Entreprendre sans limite. Donc, juste peut-être sur YouTube, puis Capable Média. Je pense que ça va bien conclure la petite présentation. C'est une vidéo de moins de 5 minutes. C'est pas long. Bravo, Kim. Attends un peu. Et c'est ici. La deuxième? Ouais, tu l'avais la vidéo. Ouais, tu as juste à la jouer ici. Tu peux la mettre. Ah. Merci beaucoup, Kim. Là, oh, OK, on a dit 6h30. Il est 7h30. c'est lui ici, là. Merci à ceux qui sont là. Merci à ceux qui sont devant leur écran en pantoufles, en Fentex chez eux. Est-ce que as-tu le temps pour quelques questions? Personne, j'ai nulle part à aller, donc Bon. j'ai pas le choix d'être On va procéder. Vous, est-ce que vous avez des questions, des commentaires? J'ai entendu quelque chose de votre part, madame. On va y aller. Ceux qui sont en salle. C'est tout. Pardon, répétez. J'ai juste dit bravo, Kim, c'est tout. OK. D'autres choses? Ça va? Pour ceux qui sont en ligne, avez-vous des choses avez-vous des questions, des commentaires, des réflexions à partager sur ce que vous venez d'entendre? Moi, j'aurais peut-être une question pour Kim. Est-ce que tu m'entends? Oui? Est-ce que OK. tu l'entends? Kim, J'entends, mais je comprends pas. D'accord. peut-être je Il y a peux peut-être l'écrire en quelqu'un à l'écran. message.
Reparle donc, Alexis. Est-ce que vous m'entendez mieux là? Est-ce que tu entends mieux? Reparle. Allô, allô? Oui, mais j'entends, mais je comprends pas. Peut-être le mettre à l'écran. L'écrire? Non, non, le mettre à l'écran. OK. De faire en sorte qu'il soit là pour que je vois ses lèvres. Je vais voir les lèvres. Ben, je vais l'écouter juste à. Prends ma place et puis je vais Oui, tourner. je vais le mettre devant l'écran. Oui, Alexis, vas-y. Oui, je me demandais dans un. Allô, enchanté? Allô? Je me demandais, dans un monde idéal, là, c'est quoi tu crois que les entrepreneurs comme toi qui ont des employés qui portent l'implant cochléaire, J'ai à comprendre. selon toi, OK, euh, oui, j'entends mieux, c'est beau. et selon toi, Selon moi, ouais, les entrepreneurs là, qui ont des employés qui ont des implants cochléaires, c'est quoi selon toi, dans un monde idéal, ce qui devrait être mis en œuvre pour leur accessibilité au travail? pour, dans le fond, rendre plus facile leur environnement de travail, c'est ça? Qu'est-ce que Exact, les employeurs et les entrepreneurs peuvent faire pour mieux s'adapter? Ben, on exactement. fait plusieurs choses. D'abord, je pense que j'ai parlé de modèles tantôt. Euh, des fois, dans des grandes entreprises, il y a comme des comités handicap. Donc, des comités handicap, c'est des comités de personnes qui ont des handicaps visibles ou invisibles, qui se regroupent ensemble puis essayent de comme parler de leurs défis, parler de créer des outils, mais pour que l'entreprise, les employés aient plus de facilité s'ils veulent se dévoiler, s'ils veulent en parler, parce qu'on ne sont pas obligés d'en parler, mais juste le fait d'avoir des gens dans l'entreprise qui parlent ouvertement de leurs défis, ça peut les amener à communiquer un peu plus facilement leurs besoins. Ensuite, ça pourrait être de changer un peu la façon de se comporter avec les personnes qui ont, en général, donc au lieu d'imposer des moyens de communication, c'est plus de demander à la personne, euh, toi, qu'est-ce que tu aimerais, de quelle manière on peut communiquer avec toi, quelle est ta façon, même si c'est une personne qui a une surdité, mais que l'employeur ne le sait pas ou quoi que ce soit, n'importe qui, je pense que cette question-là devrait être posée très tôt à l'entrée dans une entreprise, dans le sens que tu demandes quelle est la manière que tu préfères qu'on communique avec toi, qu'est-ce qui te permettrait de travailler mieux, efficacement. Donc, ça peut inviter l'employé ou ça peut inviter la personne à communiquer un peu plus ses besoins puis à en parler plus, de dire j'ai une surdité, je fonctionne très bien ou quoi que ce soit. Mais c'est ça. Fait que, ça, c'est si la personne ne le mentionne pas, parce qu'il y en a beaucoup qui n'en parlent pas, qui sont très bien fonctionnels, mais ne savent pas comment exprimer leurs besoins. Donc, le fait d'ouvrir la discussion comme ça, de mettre des modèles dans l'entreprise, c'est déjà un bon point de départ, je pense, pour ouvrir la discussion. Parfait, merci beaucoup. Plaisir. Pour ceux qui sont en ligne, avez-vous d'autres questions, commentaires, remarques? Je viens de voir Solange. Allô, Solange? Allô, allô, allô. Solange et moi, on se connaît très Mais oui, on était ensemble. M'entends-tu bien? bien. Est-ce Oui, que tu on a fait m'entends, l'émission Kim? ensemble. Est-ce C'est que ça. tu m'entends? Oui, oui, Kim? je t'entends. Oui, Bon, je te revois pour la première fois depuis qu'on s'est vu la dernière c'est fois vrai. à l'émission Trois Générations. Donc, j'ai toujours un bon souvenir de toi. Je suis contente de t'avoir entendu ce soir. Donc, continue ton beau travail parce que c'est une grosse job que tu fais. Merci, Solange. Je t'aime beaucoup.
Félicitations pareil. Merci. Bon, alors ce serait le mot de la fin qui revient à Solange. Merci beaucoup, Kim. Merci à Alexis d'avoir organisé tout ça. Merci à Fabien d'avoir été le magicien de l'image. Alors, merci à ceux qui se sont déplacés. Merci de nous suivre. Bonne fin de soirée. Bon retour à la maison pour ceux qui sont ici. Venez nous voir. On n'est pas sorteux, mais on est bercevant. Bonne fin de soirée. Bonne soirée. Bye. Bye. Bye!